Bonjour, vous m'entendez bien? Je suis assez fier d'avoir une estrade, j'ai l'impression d'avoir une taille adulte. Donc moi, je vais vous parler des stratégies de prévention diversifiées des IST, donc pour les personnes trans. Donc en introduction, il y a des besoins accrus de santé, y compris en santé sexuelle pour les personnes trans, mais un moindre recours aux soins, souvent liés aux discriminations, notamment avec l'exemple de la PrEP, par exemple, des personnes qu'on voit assez peu en consultation PrEP, mais qui pourraient en relever. Aussi un risque de renoncement aux soins pour les mêmes raisons, avec l'exemple du TPE, donc le traitement post-exposition pour le VIH, avec un risque de renoncement notamment si les personnes sont mal reçues aux urgences, par exemple, où les personnels sont un peu moins formés, on va dire. Aussi, il faut se dire, côté médical, que la transidentité n'est pas un diagnostic, il n'y a pas de critères médicaux, ce n'est pas notre rôle, c'est vraiment l'autodétermination de chaque personne. Le rôle des soignants, c'est de connaître les spécificités, de garantir un accueil respectueux et informé, mais en aucun cas de poser un diagnostic, il n'y a pas de diagnostic. Aussi, toute consultation n'implique pas d'aborder la transidentité. Une grippe chez une personne trans, c'est une grippe chez une personne. Aussi, côté accueil dans nos structures de soins, notamment en cabinet par exemple, il faut essayer de tout mettre en place pour créer un accueil respectueux, et ce dès le secrétariat, en utilisant le bon prénom, le bon pronom, même s'ils sont différents de la carte vitale. Ce n'est pas la carte vitale qui va dicter la façon dont on s'adresse aux personnes. Par contre, sur les ordonnances, c'est le nom de la carte vitale qui permettra un remboursement ou l'accès aux soins. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est de mettre le prénom d'usage dessus et bien sûr vérifier avec la personne si ça lui convient. Côté épidémio, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, enfin quelques-uns mais pas trop. On estime qu'il y a eu 2% de découvertes annuelles de séropositivité VIH en 2023 chez des personnes trans. Une tendance qui est décrite comme à la hausse depuis 10 ans, mais stable depuis 3 ans. C'est surtout interprété avec prudence puisque les chiffres, les données de déclaration sont parfois incomplètes ou la mention du genre est pas ou mal remplie. Donc c'est un chiffre qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant. Concernant la PrEP, il y a une diffusion nationale qui est considérée comme forte, mais avec peu de données spécifiques aux personnes trans. En juin 2024, il y avait plus de 100 000 personnes qui avaient initié une PrEP depuis 2016, donc depuis que c'est possible en France. 59 000 utilisateurs et utilisatrices actives, donc 59 000 reconductions d'ordonnances, mais sans données précises en fonction du fait d'être une personne cis ou une personne trans. Aussi, dans les études épidémiologiques, les femmes trans sont assimilées souvent au groupe à risque des HSH, donc les hommes qui ont des rapports avec des hommes. Et cette amalgame ou analogie est souvent faite dans les études, ce qui efface les spécificités de chaque personne et ce qui est faux en fait dans la vraie vie, bien sûr. Mais c'est comme ça que c'est fait à l'heure actuelle. Aussi, les hommes trans sont largement invisibilisés, peu représentés dans les études, avec une présomption d'hétérosexualité post-transition, ce qui fait que ces personnes qui sont rarement considérées comme concernées par la PrEP. La non-binarité, également rarement représentée dans le domaine épidémio-recherche. Et tout ça, cette invisibilisé, alimente une crainte de ne pas être reconnu et freine le recours au parcours de prévention. Aussi, il y a une forte prévalence de cumul de vulnérabilité pour les personnes trans, qui peuvent aussi être travailleurs du sexe, en situation de migration, en situation de précarité, d'avoir vécu des discriminations dans le soin ou d'en vivre à l'heure actuelle. Tout ça, ça éloigne du soin, notamment du dépistage et de la prévention. Ce qui s'illustre notamment par exemple, dans les découvertes de VIH chez les personnes trans, il y a une fréquence plus élevée qu'en population générale de co-infection, c'est-à-dire d'autres IST en même temps. Ce qui peut témoigner d'un moindre recours au dépistage ou de plus d'exposition à risque. En tout cas, il y a un chiffre de co-infection plus fréquente. Donc pour parler des stratégies de prévention, je me suis appuyé sur le document, sur l'éventail des possibilités, donc des outils de prévention combinés qui est fait par l'association AIDE. Pour la réduction des risques, l'objectif c'est d'encadrer, de sécuriser, d'informer les usagers, notamment usagers de drogue, sur les bonnes pratiques pour éviter des complications, notamment infectieuses. L'objectif n'est pas le sevrage à tout prix ou de dire les drogues c'est pas bien, c'est accompagner les personnes. Le TPE, c'est le traitement post-exposition au VIH, qui permet à une personne qui a eu un rapport à risque de prendre un traitement antirétroviral pendant 1 mois, à commencer dans les 48 heures après un rapport à risque. Les dépistages, donc les tests, le fait de faire des tests régulièrement, ça permet bien sûr de vérifier,
de voir s'il y a des infections sexuellement transmissibles et de les traiter et de façon précoce. Bien sûr, tout médecin peut prescrire les dépistages, mais ces tests sont aussi disponibles en laboratoire sans ordonnance, avec un remboursement. Pour les préservatifs, c'est le moyen de prévention des IST qui permet de prévenir du nombre le plus important d'IST, on va dire, en même temps, qui sont disponibles dans pas mal d'associations, dans des centres de santé sexuelle, dans des services de maladies infectieuses, et qui sont aussi gratuits et remboursés sur ordonnance. Avec plein de modèles qui existent, des préservatifs internes et externes, des préservatifs avec et sans latex, et avec une gamme de remboursement qui s'étoffe d'année en année. Concernant la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition pour le VIH, qu'on va détailler juste après. Et le TASP, c'est le fait de proposer à toute personne vivant avec le VIH un traitement antirétroviral, avec comme objectif individuel le retour à la santé, de retrouver une immunité correcte, voire normale, voire quasi normale, et une espérance de vie qui rejoint celle de la population générale. À visée collective, l'objectif d'être indétectable, ça permet d'être intransmissible, et ça c'est prouvé dans des études depuis longtemps. Pour le dépistage des IST, donc si on fait le focus sur les personnes trans, il faut proposer une approche inclusive et adaptée, sachant qu'il n'y a pas de spécificité ni diagnostique ni thérapeutique selon l'identité de genre. Et au décours d'un entretien respectueux, sans présumer du vécu de la personne ni du corps, demander si on peut parler de son anatomie, et ainsi proposer les différents les différents tests qui existent, puisque pour les PCR gonocoque et chlamydia, c'est soit un prélèvement urinaire, soit un prélèvement vaginal. Donc, soit vous abordez la question anatomique à la consultation si la personne se sent à l'aise, soit comme ça, vous indiquez sur l'ordonnance précisément ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas besoin de réexpliquer après au labo. Soit vous expliquez à la personne et vous lui laissez le choix sur l'ordonnance, et elle fera son choix au laboratoire. Pour les traitements, il n'y a aucune spécificité, et je ne vais pas m'attarder dessus. Le gonocoque, c'est toujours la cétriaxone. La chlamydia, c'est la doxycycline en premier et l'azithro en deuxième seulement. Pour la syphilis, c'est l'extensiline. Concernant la PrEP, donc c'est la prophylaxie pré-exposition au VIH, qui permet à toute personne de plus de 12 ans à haut risque d'acquisition du VIH d'avoir un traitement préventif. Ce qu'il faut se dire surtout, c'est que toute personne qui se sent éligible ou qui demande la PrEP en a potentiellement l'indication. Les contre-indications, c'est que des choses évidentes. C'est le fait d'avoir une insuffisance rénale avec une fonction à moins de 50, le fait d'avoir moins de 12 ans, le fait de déjà vivre avec le VIH ou de peut-être l'avoir sans le savoir. Tout médecin peut prescrire la PrEP, l'initier, la renouveler, sans aucune contrainte supplémentaire, et toute pharmacie peut délivrer et doit délivrer. J'ai déjà eu des retours de patients qui disaient que 3 pharmacies d'affilée ne pouvaient pas la délivrer. C'est pas ne pouvaient pas, elles ne voulaient pas. Donc, concernant les modalités de la PrEP, donc la PrEP, j'ai une partie de la diapo qui a sauté. Donc il y a 2 molécules dans la PrEP. Donc il y a 2 molécules dans la PrEP qui sont la base d'une trithérapie antirétrovirale. Ces 2 molécules, elles sont dans un seul comprimé. Et il y a 2 schémas de prise, soit en discontinu pour encadrer un rapport, soit en continu pour être protégé, on va dire, tout le temps. Il y a une subtilité par rapport au schéma à la demande, c'est que la diffusion de la PrEP dans la paroi vaginale est moins bonne que dans les autres muqueuses. Ce qui fait qu'on ne pourra pas proposer une PrEP discontinue aux personnes qui ont des rapports vaginaux réceptifs, indépendamment de leur identité de genre. C'est une question qui est purement anatomique. Sachant que la muqueuse vaginale des personnes cis et la muqueuse vaginale d'une personne trans n'est pas la même, mais il y a une analogie qui est faite entre les deux. Aussi pour les personnes qui vivent avec une hépatite B chronique, vu que dans la PrEP, il y a une des 2 molécules qui est un traitement de l'hépatite B, on ne pourra pas proposer un traitement intermittent, puisque l'hépatite B sera traitée de façon aussi intermittente. Donc, pour la PrEP à la demande, ça va être 2 comprimés à prendre au moins 2 heures avant le rapport, un comprimé le lendemain même heure et un le surlendemain même heure, avec 2 heures de flexibilité possible. C'est l'heure de la première prise qui va dicter l'heure de la prise d'après, et donc c'est 3 prises qui encadrent un rapport. Donc la même population qui voudrait prendre la PrEP mais en continu, c'est le même raisonnement, 2 comprimés au moins 2 heures avant, puis un comprimé tous les jours qui suivent et la personne est protégée tout le temps à partir des 2 heures. Si la personne qui a une PrEP en continu souhaite l'arrêter,
pour faire une pause ou parce que son exposition a changé ou en a marre ou pour d'autres raisons. Il faut prendre les 2 comprimés, enfin 2 prises après le dernier rapport sur la même logique que la PrEP intermittente. Et donc pour les personnes qui ont des rapports vaginaux réceptifs ou les personnes qui ont une hépatite B, il y a seulement la prise continue qui est possible. C'est 2 comprimés le premier jour, 1 comprimé les jours qui suivent. La protection, elle apparaît au 8e jour. Après, la PrEP est continuée donc tous les jours. Et si la personne souhaite arrêter la PrEP, il faut l'arrêter 7 jours après le dernier rapport. Donc ça demande un peu d'organisation. Sachant que je vous ai mis à droite 2 applications qui sont pas mal, qui sont des rappels où il y a les schémas qui sont expliqués dessus de façon visuelle et qui donnent des timers et des notifications aussi pour être sûr de ne pas se tromper. Ça peut faire beaucoup de notifications, donc vous pouvez changer a priori dans les paramètres d'avoir moins de notifs ou de les régler. Donc ça veut dire que pour une personne qui a un vagin mais qui n'a pas de rapport vagino-réceptif, on peut proposer une PrEP en discontinu. C'est vraiment une question anatomique. Donc on peut initier la PrEP une fois que la sérologie VIH est négative et qu'elle est bien faite dans les délais après le dernier rapport à risque. Donc soit avec une sérologie qui met 6 semaines à se positiver, soit avec une charge virale qui met plutôt 10 jours. C'est une urgence de prescription, ce qu'on voit régulièrement. Pour une personne qui est sous PrEP mais qui l'a oublié ou qui a mal respecté le schéma, ou qui a été très en retard par exemple, on peut proposer le TPE, donc le traitement post-exposition. Sur chaque consultation de suivi PrEP, on va proposer les tests des IST et vérifier la fonction rénale. Donc on va refaire la sérologie VIH, les PCR gonocoque et chlamydia aux 3 sites, la sérologie syphilis, la sérologie hépatite B si la personne n'est pas vaccinée, la sérologie hépatite C si la personne est exposée, et la fonction rénale donc tous les 3 ou tous les 6 mois. Le suivi, c'est plutôt tous les 3 mois, mais on peut espacer à 6 mois, voire à 1 an, selon l'exposition des personnes. On peut aussi faire un suivi mixte, par exemple, CJ de médecin traitant, c'est du sur-mesure et chacun fait au mieux. Donc en conclusion, il faut qu'on se donne les moyens d'un accueil respectueux, inclusif et informé, et c'est pas compliqué. Ça demande un peu de réflexion personnelle, quelques ajustements, il faut se questionner sur ses propres représentations, il y en a tous, et c'est pas si grave, tant qu'on est capable de les discuter, d'avoir aussi une auto-évaluation. Et donc un accueil qui est respectueux, inclusif et informé dès le premier contact, notamment dès le secrétariat, dès la prise de rendez-vous, en salle d'attente. Et ça peut passer aussi par des signes indirects, comme mettre des petits drapeaux dans son box de consultation ou un poster en salle d'attente. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour montrer aux personnes que vous êtes un praticien safe, mettre des signes indirects, parfois, ça permet de faire passer le message. L'éloignement du soin et le renoncement aux soins sont des conséquences directes de la discrimination, le fait d'avoir été mégenré, et aussi du manque de formation des soignants en général, puisqu'il y a presque 0 formation côté étudiants en médecine notamment, même si j'essaye d'infiltrer le programme de la fac. Et j'y arrive. Arrête. Qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on m'interrompe ? Il y a donc des besoins spécifiques, mais éviter les amalgames, notamment anatomiques et d'orientation sexuelle. Pour les tests diagnostiques, ils sont identiques, mais il faut bien les expliquer, proposer plusieurs choix, notamment pour les prélèvements locaux. Aborder la PrEP en ayant en tête la moins bonne diffusion vaginale. Il faut se dire aussi qu'on fait tous des erreurs, et on s'excuse rapidement, on apprend et on ne les refait plus. Merci. Merci Jordan. Bruna, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruna de Medeiros, je suis une femme trans originaire du Brésil. Je vis en France depuis une dizaine d'années. Je suis ex-travailleuse du sexe et depuis à peu près 5 ans, je suis chargée du projet pour le programme Jasmine chez Médecins du Monde.
Jasmine est un programme qui va lutter contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe dans le cadre de leur activité. Et aussi, on va essayer de favoriser le soutien communautaire TDS. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à moi? En venant du Brésil, je me rends compte qu'on n'a pas le même rapport à la santé qu'ici en France. J'ai commencé moi-même, j'ai écouté beaucoup de gens parlant sur la transition des enfants et tous ces sujets. Moi, j'ai commencé ma transition assez tôt parce qu'au Brésil, on n'a pas les mêmes contraintes. Ça veut dire que les personnes vont commencer elles-mêmes à se transitionner sans l'aide de personne, sans passer par un médecin. La première fois que j'ai été voir un endocrinologiste, c'était en France, à l'âge de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'au Brésil, on a cette habitude de commencer assez tôt à transitionner et sans avoir un accompagnement là-dessus. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de collègues en ayant du cancer. Je me pose la question que c'est par rapport peut-être à la prise des hormones qu'on n'arrive pas à suivre en faisant ça toute seule. Le Brésil, c'est le pays qui tue le plus de personnes trans dans le monde, ça depuis plusieurs années. Et d'un autre côté, c'est le pays qui consomme le plus de vidéos porno aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va de plus en plus de personnes trans au sud d'Amérique du Sud en migration, soit en France, soit en Europe. On va essayer de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça aussi que je suis venue en France. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement au cœur, la santé des personnes trans, la santé sexuelle des personnes trans. Ah, j'en peux stresser. Voilà. Merci, merci. Souvent, quand on parle de santé sexuelle, on va avoir un focus sur la question de la réduction du risque et on va pas forcément penser à améliorer le bien-être de ces personnes. Donc, je vais vous parler d'une approche holistique de la santé sexuelle qui va inclure la prévention, mais pas que la prévention, il faut aussi inclure le plaisir, le consentement et le rapport avec son corps et l'identité aussi. Pour commencer, je voudrais rappeler les définitions de LMS sur la santé sexuelle, que ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou de prévention du risque, mais un état de bien-être physique, émotionnel et mental. Cette définition va inclure des dimensions assez positives, comme par exemple le plaisir, le consentement, les relations dans la plus grande pluralité et l'autonomie aussi. Trop souvent, quand on parle de santé sexuelle, on va se limiter à un discours de protection, de prévention, or que c'est beaucoup plus large que ça. Historiquement, la santé sexuelle a été abordée surtout sous un angle VIH et IST. Cette approche a eu pour effet de réduire la sexualité à un risque à gérer. Pour les personnes trans, ça signifie souvent être perçues uniquement comme une population à risque et pas comme des personnes ayant des besoins à se prendre en compte. Le résultat, ça peut être souvent de la stigmatisation, un sentiment de culpabilité et parfois même la peur d'aller tout simplement consulter et se faire dépister. En s'appuyant un petit peu sur mon vécu en tant que personne concernée, comme je l'ai dit, j'ai vécu en France depuis 10 ans. Donc, je suis arrivée en 2015 pour faire le travail de sexe en France. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a depuis 2016 une loi qui va criminaliser les clients qui vont acheter des services sexuels. Donc, en arrivant en 2015, j'ai eu l'opportunité de travailler 1 an avant cette loi. Et en 2016, j'étais encore travailleuse de sexe, donc j'ai pu ressentir les impacts concernant cette loi en tant que personne concernée. Et comme impact, j'ai eu beaucoup la question de la négociation de porte de préservatif. Ça veut dire que c'était de plus en plus difficile de négocier le porte de préservatif avec les clients. Et aussi, de notre côté,
Je pense qu'il y a eu, au tout début, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais j'ai eu beaucoup de bons clients, des clients assez habitués qui ont disparu. Je pense qu'ils ont beaucoup la peur de la loi, de comment ça va se passer. Donc, j'avais beaucoup de contraintes par rapport à mon travail, notamment imposer le port du préservatif dans quelques pratiques. Dont, par exemple, pendant toute l'année 2016, je me rappelle que j'ai eu vraiment des gros soucis par rapport à des infections au niveau de la gorge. Et en allant voir un médecin qui assurait mon suivi pour la PrEP, je pense qu'elle a rencontré pas mal de personnes trans, mais je pense que ce n'était pas du tout une personne qui avait une approche assez, comment je peux dire, j'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas en tant que patiente, elle ne me voyait pas en tant que patiente, parce que pendant un an, j'ai eu pendant toute l'année des gonorrhées, d'infection au niveau de la gorge. Et au bout du moment, elle m'a dit, mais vous n'avez pas compris qu'il faut porter le préservatif quand vous faites une fellation? J'ai dit oui, j'ai bien compris, mais c'est compliqué d'imposer le porte-préservatif. De mon côté, j'ai fait un PowerPoint à un client en présentant tous les risques. Voilà, ça se passe comme ça, il faut porter le préservatif. Un ami a eu un problème, ce n'était pas moi, c'était un ami. Donc j'ai essayé, j'ai fini le PowerPoint, le client n'était plus là. Donc le client a disparu. Donc du coup, voilà, c'est juste comprendre qu'en tant que personne trans, on va avoir des situations à gérer, il faut écouter les personnes, il faut prendre la personne devant soi et essayer de trouver la bonne stratégie avec la personne qui souvent ne va être pas forcément la nôtre. Là, je vais vous parler un peu sur les enjeux spécifiques aux personnes trans. Quand on parle de santé sexuelle holistique, il faut intégrer des enjeux assez spécifiques aux personnes trans. D'abord, l'hormonothérapie. Par exemple, elle peut modifier la libido, l'énergie sexuelle, la sensibilité au corps. Mais les éléments peuvent varier beaucoup de personne à personne aussi. Ensuite, les parcours chirurgicaux, les interventions parfois que les personnes vont suivre. Il faut avoir un accompagnement sexologue aussi adapté, car pour avoir des changements de sensations, de plaisir et aussi des rapports à soi-même, en sachant qu'encore une fois, chaque personne va avoir un parcours. Ça veut dire que pour être une personne trans, on n'a pas besoin forcément de prendre des hormones. Des personnes qui vont commencer une hormonothérapie et vont se vite rendre compte que ça fait plus mal que du bien, donc tant mieux d'arrêter. On va avoir des personnes trans qui vont faire beaucoup d'interventions chirurgicales et des personnes qui feront beaucoup moins ou des personnes qui ne feront voire pas du tout. Donc chaque personne aura son parcours. Il faut aussi prendre en compte la santé mentale, la dépression, l'anxiété et parfois le rejet social, qui tout ça peut avoir un impact assez important sur la sexualité aussi. Donc, en parlant de ça, on va à l'importance d'avoir des espaces safe, des groupes de personnes trans, de soutien communautaire. Enfin, il faut rappeler aussi l'exposition accrue des personnes trans, par exemple, les violences médicales qui vont affecter lourdement aussi ces vécus de la sexualité. En appuyant aussi encore en face mon expérience en tant que personne concernée, j'ai 40 ans, j'ai fait ma vaginoplastie il y a à peu près 6 ans à l'étranger pour voilà, j'ai fait à l'étranger parce que c'était à ce moment-là le plus pratique pour moi, parce qu'en France, il y a toute une procédure. Je me rends compte, non, je ne veux pas attendre. J'ai attendu déjà beaucoup de temps. Je préfère faire ça de mon côté. Et en revenant en France, c'était vraiment très, très, très difficile pour moi. Déjà, comme je dis encore une fois, chaque personne va avoir son vécu, son ressenti. Mais pour moi, c'était quelque chose de vraiment très, très, très difficile, cette vaginoplastie, en sachant que j'avais des soins à faire, j'avais un post-opératoire assez important à suivre. Et pendant mon parcours, c'est quelque chose que je m'attendais beaucoup. Je voulais faire le plus vite possible. Donc, j'ai fait, voilà,
À 34 ans, je me suis dit, mais non, j'ai attendu beaucoup de temps, je voulais faire le plus tôt possible. Mais je me rends compte que c'était, voilà, le bon temps de le faire. Ok. Je sais pas. Là, si on zoome un peu plus sur l'hormonothérapie, ça va changer beaucoup les choses, comme j'avais dit avant, le libido, la sexualité, le rapport au corps, mais encore une fois, ça va rester assez évolutif et à chaque personne. Une vaginoplastie, ça va pas définir une femme trans, donc une femme trans ou pas. Et aussi, il faut prendre en compte que parfois, ces personnes vont prendre le temps aussi de trouver leur sexualité, que ce n'est pas quelque chose d'automatique, et ce n'est pas quelque chose de mécanique non plus. La personne doit se redécouvrir et quelque part, ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour trouver l'identité, sa relation avec le plaisir à elle-même. Et pour parler de finalement de cette prévention inclusive, comment on parle de prévention adaptée inclusive, d'abord, il faut intégrer le plaisir, le consentement, la diversité de pratiques aussi dans ces messages de prévention. Aussi, on va présenter toutes les études de prévention qui Jordan vient de parler, la PrEP, le dépistage, les préservatifs, des choses qui vont rester assez centraux, mais il faut présenter en tant qu'utile, et pas d'utile de liberté, pas quand même du content. Ça veut dire qu'on va essayer de trouver avec la personne quelle va être sa bonne prévention pour faire co-construire une stratégie avec la personne, ce qui va permettre l'empowerment et l'autonomie de la personne aussi. La prévention du IST, ça va rester quelque chose d'essentiel, mais voilà, en essayant d'ajouter une approche globale et inclusive, hein, qui puisse quand même dépasser cette approche biomédicale. Et en fait, c'est ça, c'est écouter la personne quand on va devant et pour prendre ces ressentis de cette personne et en savant que cette personne elle a plein de recours par elle-même, en trouvant le bon recours, trouver la bonne solution. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Parfois, on doit poser la question, on n'a pas tout à fait de spécialiste, donc poser la question, tout simplement en parler, parce que parfois quand on n'en parle pas, c'est parce que c'est un tabou. Donc laisser la porte ouverte, être bienveillant, c'est vraiment les clés pour faire cette stratégie. Merci beaucoup. Et voilà, je suis surprise, j'avais autant de monde dans cette salle et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Merci déjà pour votre disponibilité, pour votre intérêt, pour votre temps. Merci. Merci Bruna. Merci Bruna, merci Jordan. Du coup, on a pris 10 minutes de retard sur la pause. On a 2 minutes avant la prochaine plénière. Est-ce que vous avez des questions pour Bruna et Jordan ? Aucune question. Où est-ce qu'elle a été opérée ? Est-ce que tu souhaites répondre ? Où est-ce que Bruna a été opérée ? En fait, je suis allée opérer en Thaïlande. Je ne regrette pas de devoir faire ça à l'étranger parce que finalement, on sait qu'on a plusieurs techniques différentes, soit en France, soit à l'étranger. À ce moment-là, j'étais en train de partir sur une nouvelle technique qui devient de plus en plus commun ou accessible de notre côté. Mais voilà, j'ai fait en Thaïlande, j'ai revenu en France, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes pour assurer mon suivi. J'ai même d'être devant des médecins qui me disaient « Ah, mais madame, vous allez faire du tourisme chirurgical. On a quand même beaucoup de bons médecins en France, mais ce n'était pas forcément le cas. C'est parce que la technique m'intéressait beaucoup plus et du coup, je suis partie sur la Thaïlande pour faire ça. » À l'époque, c'était... moi, j'ai été opéré par une femme, docteur Decat, à Bruxelles, qui était l'assistante du docteur Michel Segers, qui était à l'époque pour nous une référence sur les opérations. Et effectivement, j'entends beaucoup parler maintenant des opérations en Thaïlande. Voilà, c'est tout. Merci.
Après, ça s'adresse peut-être plus aux médecins dans la salle, mais est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être faits ou qui sont déjà un peu faits entre, c'est ça, un suivi entre des opérations faites à l'étranger et des médecins safe en France qui pourraient accompagner le suivi post-opératoire? Je pense qu'on a pas mal de ressources aussi. On a des Discord, on a des groupes où les personnes vont échanger beaucoup, on va parler beaucoup sur nos expériences par rapport à ça, en faisant un comparatif entre la France et l'étranger. Mais quand même, ça n'évite pas de tomber sur un mauvais médecin. De mon côté, j'ai écouté beaucoup de copines cis parler des mauvaises constatations avec des gynécos. J'imaginais pas du tout être confrontée à ce genre de situation, mais enfin, j'étais confrontée à ce genre de situation et c'est quelque chose de vraiment assez compliqué. Donc du coup, je pense que la communauté en soi, on essaie de s'appuyer entre nous. Je sais que c'est pas tout à fait l'endroit pour parler de ça, mais on a des listes du médecin qui va circuler sur Discord, il y a des choses qu'on va essayer de s'appuyer là-dessus, que ça pourrait être un peu plus utile avoir ce soutien aussi. Et encore une fois, je pense qu'on apprend énormément avec la communauté. Ce qui est même en Thaïlande, en partant de la Thaïlande, je suis rentrée en France avec un groupe WhatsApp avec plusieurs femmes que j'ai connues qui ont passé le processus avec moi même et on a échangé beaucoup. Et aussi, il faut échanger entre la communauté, il faut échanger entre nous-mêmes parce que la sexualité, c'est quelque chose qui change énormément. Donc j'avais 34 ans quand je me suis fait opérer. J'ai pensé, ok, ma sexualité, elle est stable, je sais ce que j'aime, je sais que je n'aime pas, je sais à quoi je suis ouverte, à quoi je suis fermée. Mais finalement, a tout changé après. Ça a tout changé. Donc du coup, voilà, c'est l'importance de s'appuyer sur la communauté, d'avoir ces genres de réseaux. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, merci pour votre présentation.